Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. La vie s'est une fois de plus arrêtée hier dans plusieurs localités des régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Ceci, faut-il le rappeler, en la faveur du 1er octobre, date de la réunification des Camerouns français et britanniques. Le contexte sécuritaire vécu par les populations dans la partie anglophone du Cameroun depuis 3 ans a conduit ces dernières à rester cloîtrées chez elles, respectant bon gré mal gré le mot d'ordre de lockdown lancé par les leaders des groupes séparatistes. Cette autre action vient montrer aux yeux du monde l'impact de ces groupes séparatistes sur les populations malgré la volonté sans cesse affirmée des pouvoirs publics de cheminer vers une paix durable. Au regard de la situation sur le terrain et dans les cœurs, cette paix, tant souhaitée par l'immense majorité des Camerounais, reste malheureusement très lointaine. La faute très certainement aux extrémistes des deux bords. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est l'édition du vendredi présentée par Nadine Yambou. On se retrouve donc après pour le débrief. Et tout de suite, Madame, Monsieur, le fait du jour. « 1er octobre 2020, entre célébration et Villemante, pour en parler, nous avons invité ici en plateau Charles Nga-Fongan. Bonsoir Charles. Bonsoir et bonsoir aux auditeurs, aux nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Nous sommes à la télé. Ok. Bonsoir Linus. Très cher frère Saint-Germain, bonsoir. Je voudrais saluer mes copanélistes ici présents. Oui. Et dire que chaque génération, dans une relative opacité, a le droit de découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Je suis là ce soir pour remplir ma mission, celle d'apporter ma modeste contribution à la compréhension des enjeux politiques, géopolitiques et voire même géostratégiques. Donc je voudrais saluer, comme j'ai l'habitude de le faire, le président directeur de votre télévision, qui est la nôtre aussi, et vous remercier une fois encore pour l'immense travail que vous abattez. Je salue tous les téléspectateurs et je réitère mes amitiés aux copanélistes. Voilà, à côté de vous, Elvis Tayon, you're welcome, sir. Thank you. It's been a long time. Oh yes, you know, with the political situation in the country, with so much work to do, I think that we have been following both issues from the Gunoko village as usual and also state issues. So that's why we have not been around. But I think that we thank God that we are back and we're working strong and we will continue fighting for change in this country, come rain, come sun. Ok. Bonsoir, maître Joseph-Claude Biliga. Bonsoir, je voudrais dire bonsoir à tous mes copanélistes, à vous, Saint-Germain, à vos milliers de téléspectateurs, à vos millions de téléspectateurs. Je voudrais dire bonjour et féliciter mes camarades du RDPC qui ont été investis par notre parti pour le représenter dignement lors des élections régionales du 6 décembre prochain. J'ai confiance à ces personnes-là. Je pense qu'elles seront à même de faire d'impulser. Et je veux dire, cette décentralisation que nous attendons depuis longtemps. Ok. Charles Nga-Fongan, vous êtes journaliste, accessoirement politique, c'est ça? Ce que je devrais dire? Qu'est-ce qui prend le dessus? Le politique ou le journaliste? Il y a également l'enseignement. Oui, l'enseignement. Voilà, Charles Nga-Fongan, on a vu jusqu'en 2017, parce que c'est en 2017 que le conflit a véritablement, c'est devenu un conflit armé. Et des sorties chaque 1er octobre, juste, on voit des célébrations, juste le 1er octobre, et ça s'arrête là. Mais depuis 2018, 2019, 2020, c'est des villes mortes pratiquement. Comment comprenez-vous ces deux situations? Par rapport au 1er octobre dans ces deux régions nord-ouest et sud-ouest. Relativement à ce qui se passait, pas de passer le 1er octobre, c'est pas seulement depuis 2018. Il faut noter que depuis très longtemps, tous les 1er octobre, le mouvement, un mouvement sioniste qui s'était déclaré dans ces régions, notamment avec Fongala Fort, avec Tif Ayamba Oton. Pratiquement tous les 1er octobre, il y avait de telles célébrations et le drapeau était assez souvent ici quelque part dans la République. Donc il y avait cette tradition-là des gens
qui, pour moi, se rappelaient quand même leur histoire. Car l'histoire, c'est la boussole qui nous guide. On ne peut pas effacer cette histoire-là. C'est l'histoire. Donc, moi, je considère qu'il y avait des gens qui, tous les 1er octobre, se rappelaient leur histoire. Et parfois, par nostalgie, je veux bien croire que c'est bien cela, hisser le drapeau en guise de souvenir à ce qui se faisait longtemps, il y a plusieurs années par le passé. Et dès 2016-2017 est arrivé maintenant d'autres personnes qui cette fois-ci ne sont plus dans la même dynamique, qui cette fois-ci militent pour la sécession. C'est-à-dire que désormais qu'il faut 2 États et on choisit certainement le même drapeau que les autres utilisaient, mais cette fois-ci qui représente le drapeau de tout un État. Et on se rend compte que au lieu que par le passé, où c'est le 1er octobre, on avait l'armée qui était mobilisée sur le terrain, empêchant les gens de pouvoir utiliser ce drapeau-là, c'est pratiquement tous les jours qu'on vit cela. C'est parce qu'il y a donc 2 périodes différentes. Une période où on était en paix, où véritablement les gens, se souvenant de l'histoire, hissaient un drapeau, manifestaient encore leur appartenance à un État qui n'existait plus. Aujourd'hui, à une situation où il y a des personnes qui pensent qu'il y a un État qui existe et qu'il faut manifester et célébrer son indépendance comme tout le monde le fait. Mais pour moi, c'est de l'histoire. Nul n'est censé effacer une part de l'histoire. Nous avons commencé à passer cette histoire, à porter cette histoire, à accompagner les jeunes qui arrivent sur le même chemin. En partant de ma maison aujourd'hui, j'ai des enfants, j'ai peut-être la malchance d'avoir les parents qui viennent du sud-ouest. Et à chaque fois, mes enfants me posent la question de savoir, mais papa, on dit nous sommes les anglophones, parce que moi je suis francophone, ma famille est francophone, mes enfants vont à l'école francophone, mais parfois me posent la question. Et j'essaie de leur expliquer cela, que par le passé, voici ce qui se passait, car en 1961, notamment le 1er octobre, il y a eu une partie du Cameroun qui a célébré son indépendance et qui, par la suite, s'est rattachée à l'autre partie dans une fédération. Mais c'est de l'histoire. Il faut que leur explique cela. Ce n'est pas parce que je milite pour une quelconque, je ne sais pas, sécession, mais parce que il faut que l'histoire, que nos jeunes apprennent l'histoire, et ça, c'est l'histoire. Ok. Frère Taillon, sur ce qu'a décrit Charles Ngafonga, on célébrait juste le 1er octobre, on sort le drapeau, puis ça s'arrête là. Mais il y a, depuis quelques années, c'est la place aux villes mortes. Yes. C'est-à-dire un État, on se rappelait des souvenirs, mais maintenant, on pense on célèbre plutôt un État virtuel, sûrement. Oh yes, you know that the issues I said earlier, from the period of the German protectorate, even from 1884, coming right up to where we are. You know, it's a colonial problem in the first place. Right. And with the colonial problem that sets in, if you look at the German protectorate coming in onto where the Germans were ousted, before you start getting the authorship issues coming in under the League of Nations, United Nations coming in and all the like. You know, but the main issue here is we're talking about diverse cultures. Now, if you realized, like when we were ceded to Nigeria, when we were governed as integral part of Nigeria, you realize that the culture, since as we were under the British, had its own peculiarity. Different from what you have in East Cameroon. So you have West and East Cameroon with 2 different cultures. Now, but if you look at it critically, at the time Nigeria was attaining its independence, it was now clear that it was left now for us in the English-speaking part to take our own destiny into our hands. Now, if you look at what happens in the Fumban conference, you discover that I tie with what our journalist is saying, because in a nutshell, we still need to visit the real history of the country. Because what happens is that bad faith came in somewhere along the line. The history of the country was thwarted for political reasons. And you see, ideologies are something that's difficult for you to kill. If you look at Osama bin Laden, for example, at the Taliban, it's an ideological war. That's why you see, even when the Americans bombard Afghanistan and all the like, you still see war in Afghanistan because the main issue would not have been that force, it would have been the proper education that you could reorientate the thinking of the people. Now, if you look at us here, we have this system that Anglo-Saxon culture has a different system. And for some of us who grew up in the Anglo-Saxon culture and we became used to it, we look at it and think that in as much as there is a union between those from the West Cameroon to get in contact with those in the East Cameroon, the main issue here boils back again to the Fumban conference. In it that most of the things that transpired in the Fumban conference was not very transparent. I am very sorry to say, I keep telling historians that I am waiting for the historian who will bring to us transparent documents to show that this was a genuine accord signed between members of West Cameroon and members of East Cameroon. It is not there. That's why you see some people put up the mockery that
when Foncha and Muna went there, they gave them girls, Fumban girls, you understand? That's just an idea. That they deceived them, gave them Fumban girls who are very beautiful, and they drank and danced. Mais ça, c'était le soir. C'était après les travaux. Yeah, I'm not refusing. Normal. You're right. So what I'm saying is that... Vous ne pouvez pas mettre cet argument-là pour... non. Il fallait bien la détente le soir. What people say is, even within, you understand? I'm just explaining to you that... de quoi je parle. That's what people say that, even from the beginning of the conference. Some people have the idea, because it's not that that's what actually happened, but the idea is that people think that the Fumban was chosen, Fumban conference was chosen properly, because, you know, Fumban girls are first of all very beautiful. And so, even within the day, you could see many of them as such. So, it's an idea people think. Not because that's what happened, but for the simple fact that when things went there, how it happened, how it did not happen, you only heard that we're talking about reunification, you get the point. Which means the historicity of those of the West Cameroon disappeared somewhere along the line. And that explains why you realize that the issue of the celebration of the 1st of October disappeared. Now we start talking about reunification and all the like. But you would bear with me that it would have been no problem, in real sense, if the aspects of maintaining the Anglo-Saxon culture was not tampered with. Therefore, it's not a problem that just started now, neither in 2016, as my brother is saying. It's a problem that dates as far back as many years, because as time went on, the Anglophone culture started realizing that, but things are not moving as the way it's supposed to be. For one, you would not be able to explain that. If you look at it, there's no clear term that would have told you that if one person is president, the other one should be vice. After this period, this one can be vice, this one can be president. So the Englishman started asking, but what kind of unholy union? Because the mentality is what is that if I come to get to marry with you and the terms of the marriage is not clear, I have the right to withdraw if it's not moving. What we call divorce. Yes. And that's why you see the mentality is building up that, mais si c'est réunion ne marche pas, pourquoi on doit rester là-bas en souffrance alors qu'on a d'autres alternatives pour sortir et devenir indépendant? Pour chercher notre mariage? Non. Même pour chercher. Parce que quand vous dites tu peux sortir, n'est-ce pas? Quand tu peux divorcer. Oui. Parce que dans le cas de divorce, tu peux divorcer et décider de ne pas marier. Oui. C'est autre chose. Oui. C'est-à-dire, tu fais un divorce, tu deviens indépendant, tu fais tes choses en tant qu'une femme. Bon, c'est des psychologies qui montrent, ça veut dire que si l'État était intelligent pour avoir adressé cette affaire, parce que je vous dis, même les systèmes que le régime est en train de mettre sur place maintenant, même s'il ne résout pas ce problème à travers les histoires et pour donner de vraies solutions de ce problème, ça peut se calmer, même si après 50 ans, il y a d'autres générations qui vont soulever cette affaire et ça va toujours de problème. Bon, j'estime que dans ce sens, il faut qu'on regarde, ce n'est pas l'affaire de politique. Des situations, des histoires est claire. Malheureusement, le gouvernement prend cette chose, il met la politique dedans. Il est en train de continuer pour mettre des mesures cosmétiques avec la force. Et c'est ça qui ne tient pas. Et c'est ça qui nous met là où on se trouve. Imagine ce qui s'est passé hier là. Moi-même, je ne savais pas que déjà là sont encore un peu, quelque part, qu'ils peuvent tenir des armes, des tenues et tout ça. Mais des images sont toujours aux réseaux sociaux. Ce n'est pas des images, quand on dit que Cameroun est un indivisible, même en même temps, on parle de la politique, on met dedans, alors que les gens sont en train de mourir. Ça veut dire que la situation qui se passe, certaines parties des anglophones, pas tout le monde, disent qu'ils veulent rentrer dans le sens de la culture anglo-saxonne. Là, ils peuvent gérer les affaires. Ils ont House of Chiefs. Maintenant, ils peuvent même faire des élections de leur gouverneur comme on fait au Nigeria. Parce que tu es ici, à la mairie, ce n'est que le préfet qui décide certaines choses-là. Vous voyez, bon, c'est lui qui, on appelle ça un supervising authority. If you look at the real sense, it doesn't give us that independence. They talk about special status and all the like. The things are not working, I will be honest with you. Because we still see ourselves still dancing where Yaoundé decides who lords over us, which does not give the Anglo-Saxon to somebody the culture he has been enjoying before. Ok, Maître Joseph Kouloubilga, vous avez vu ces images venues de certaines localités dans la région nord-ouest et sud-ouest. Ville morte encore, malgré tous les efforts du gouvernement et l'armée. Il y a l'opération Bamenda-Clean qui a cours en ce moment, mais la population est quand même restée chez elle. Comment vous avez tout à l'heure, je crois que vous avez, dans votre entame, tu vous avez expliqué. Ça peut être dû au fait qu'on s'aligne derrière le mot d'ordre, mais ça peut également être le fait qu'on a peur. Il ne faut pas écarter cela. Sans doute qu'il y a certains qui s'alignent, comme l'a dit mon voisin de gauche, M. Fonga, Charles. Il y a eu, depuis des années, du temps de Mola Ndjole Toumbe, qui est mort dernièrement à l'âge de 93 ans, du temps de docteur, d'avocat et Kota de là, il y avait le moment où on levait, tous les 1er octobre, on levait les drapeaux. Donc, il y a donc cette histoire, c'est-à-dire ce passé qui reste encore dans la tête de beaucoup de nos frères. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que il ne faut pas qu'on pense un seul instant, il faut vous rentrer au 11 février 1961, lorsqu'il y a eu ce référendum. Le référendum concernait deux parties du Cameroun qu'on peut appeler le Cameroun anglophone.
c'est-à-dire la partie Northern Cameroun. Les Northern Cameroun sont partis au Nigeria. Pourquoi est-ce qu'ils ne réclament pas le retour? Il faut bien qu'on pense à un instant qu'eux aussi doivent être indépendants. Pourquoi faut-il que ceux du Sud demandent leur indépendance? L'élément qu'ils invoquent, c'est la culture anglo-saxonne. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Parce que comme nous avons dit toujours, les gars du Sud-Ouest sont Sawa, les gars du Nord-Ouest sont, d'une manière générale, Grassfield, et un peu ceux qui sont Fulani, un peu plus au nord. C'est ça la réalité. Et on les retrouve des deux côtés du Cameroun. Mais le problème, pour moi, n'est pas forcément un problème de langue. Parce que je prends un exemple du Togoland. Le Togoland britannique s'est allé au Nigeria, je veux dire au Ghana, alors que le Togoland francophone et français est devenu le Togo aujourd'hui. Le Togoland anglophone parle la même langue, a la même culture anglo-saxonne, mais il demande aujourd'hui à partir de la fédération de cet État. Pourquoi? Donc le problème ne se pose pas forcément au niveau de la langue. De la même manière, vous voyez un pays comme le Sénégal, avec la Casamance. La Casamance est francophone comme le reste du Sénégal. Mais à Ziguinchor, avant que l'abbé Diamacoune Senghor ne décède, et même jusqu'à présent, il y a toujours des contestations. Elles ne sont pas fondées sur la langue, puisque les Diola sont de deux côtés, ils sont même à la Gambie, qui est au milieu de ces deux régions. Je veux dire que le problème n'est pas celui-là, il me semble. C'est-à-dire que c'est là que j'aime évidemment citer le président Aïdjo qui disait toujours qu'il n'y a pas de volonté de développement, il n'y a pas de développement sans la volonté de développement. Tant que nos frères considèrent qu'ils ne sont pas avec leurs frères camerounais, on pourra tout leur faire, ils continueront toujours à évoquer leurs problèmes de culture. J'ai pris deux exemples bien précis. Deux pays qui ont la même culture, mais qui sont divisés, les francophones au niveau du Sénégal et le Togoland au niveau du Ghana, qui ont la même culture. Et je pose une question également simple. Est-ce que nos frères du Northern Cameroun ont le même poids que tout le reste des frères de leurs compatriotes nigérians? Non. Est-ce qu'ils sont dans la même disposition pour être président, par exemple, de la République? Il me semble que non. Peut-être que dans l'histoire, il y a eu un moment, on me disait qu'il y avait peut-être un président qui serait venu du nord de Cameroun, mais ça me semble, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y en ait eu. Mais ils sont là, ils se retrouvent là-dedans. Ils ne vous disent pas que pourquoi est-ce qu'on ne nous donne pas tous les postes des grands ou des gouverneurs, etc. Et même au Nigeria, qui est une fédération, parce que tout à l'heure, mon ami, mon jeune frère, mon jeune fils, vous a parlé de fédération. Même dans la fédération du Nigeria, il y a eu le Biafra, en 67, 70. Actuellement, il y a le MENT, Movement of the Emancipation of Niger Delta. Le mouvement d'émancipation du Delta du Niger, où on a vu le président Abacha qui a pendu ses sœurs, comment on appelle ça, voilà des exemples qui disent que même dans la fédération, si on ne veut pas rester, qu'on se considère comme étant d'un pays, on pourra toujours évoquer des raisons pour pouvoir se partir. Il évoque le 1er octobre, mais il oublie que nous autres, nous sommes nostalgiques du 1er janvier. Moi, j'écris pratiquement chaque 1er janvier ou chaque 1er octobre dans ma page Facebook. J'évoque la période où on marchait, on défilait le 1er janvier, on défilait le 1er octobre, on défilait le 11 février. Pour nous, c'était des dates historiques. Mais à un moment donné, il faut aller progresser. Il ne faut pas forcément rester en arrière, sinon on n'irait pas. Le Cameroun, le 1er janvier, ce n'est pas la première date. La première date au niveau de Cameroun, c'est le 10 mai 1957, après le référendum sur la loi cadre de Gaston Defferre. Avec le président, avec le premier ministre André Barimbida. Par la suite, en 1958, le premier ministre Amadou Ahidjo arrive. Il sera élu en mai président de la République en mai 1960. Mais déjà, cette date du 10 mai 1957, qui elle-même remplaçait celle du 14 juillet, qui représentait la date des Français, est passée. Nos parents, vous parlez du 14 juillet, qui était la date française, mais qui était également leur date de fête, bien que n'ayant pas participé à la prise de la Bastille. De la même manière, le 1er janvier, nous, on a encore cette nostalgie, mais cela ne nous amène pas à dire qu'on doit rentrer au 1er janvier. Qu'on doit revenir dans le Cameroun francophone. N'oubliez pas que nous qui avons fait l'université Yaoundé à l'époque,
on a eu des problèmes. Par exemple, certains de nous ont grillé les mandats parce qu'ils ne parvenaient pas à faire les cours en anglais. Mais si, à l'époque, on faisait une classe maximum 2 fois, quand vous échouez pour une 3e fois, vous étiez radié. Enfin, on disait que vous cherchez une autre faculté si vous pouviez le faire. Et parce que n'oubliez pas non plus qu'on entrait à l'université au plus à 25 ans. Quand vous avez plus de 25 ans, vous n'entriez pas. Il y avait des bacs, comme le bac G qui n'entrait pas à l'université. Il y avait un certain nombre de restrictions. Mais je veux dire que c'est aussi le prix à payer lorsqu'on entre dans un mariage. Le mariage n'a pas que du bien. Dans le mariage, on peut avoir des problèmes dans le mariage, mais ça ne doit pas être une raison que chaque fois que vous vous sentez mal dans le mariage, vous dites non, moi je m'en vais. Et ce mariage ne me convient pas. Donc j'ai essayé d'évacuer, on voulait évacuer ces arguments qui sont cités, nés de la culture, en disant dans le Togoland, ils ont la même culture, puisque le Togo d'une manière générale avait l'Allemagne. Après l'Allemagne, il y a une partie qui est partie. Donc, qui est partie de l'autre côté. Mais au niveau, ils ont la même culture anglo-saxonne que le Ghana actuel. Donc, je dis donc que ce n'est pas un argument de la même manière. Je parle du Sénégal, qui, dans un pays, je peux citer beaucoup de cas comme ça, mais je voulais citer les deux là, bien précis, pour vous montrer que ce n'est pas la langue, ce n'est pas la culture de l'extérieur qui doit pouvoir être le fondement d'une unité, mais c'est la volonté d'être ensemble. Et cette volonté d'être ensemble résulte naturellement des approches qu'on a. C'est-à-dire, on doit se sentir, c'est un peu ce qu'on appelle la flexio societatis en matière commerciale. C'est-à-dire le fait d'être ensemble. Et dès qu'on le perd, on pourra tout faire, on aura tout tendance à dire... Nos compatriotes, nos frères anglophones, avons souvent un certain nombre d'éléments. Ils sentent que la langue anglaise a été presque avalée, absorbée par le français. Vous savez, beaucoup à l'université, il y a ce mot-là qui revenait, marginalisation. Il y a ce matin, aujourd'hui, mon fils a eu le GCE Advanced Level. Oui. C'est pas le seul. Oui. Je suis francophone, né dans la zone francophone. Mais mes enfants ont été pratiquement tous ils ont été l'un d'eux a fui. Enfin, j'ai pu pas le prendre à ça, ses collèges, lorsque cette guerre a commencé. Oui. Pour vous dire qu'aujourd'hui, si vous regardez le nombre de Camerounais anglophones, qui parlent l'anglais, ce nombre est largement supérieur à nos frères et sœurs, à nos compatriotes de la zone anglophone. Dans ce sens que, et je dis, il faut rentrer un peu en arrière en 90 ou en 92, lorsque les Camerounais votent John Fundi, même si officiellement, ce n'est pas lui qui a gagné les élections. Mais je veux dire qu'il y a quand même eu plus de 36% officiels. Est-ce que les anglophones sont 36% du Cameroun? Non. Parce que les Camerounais sont représentés à travers ce monsieur qui, à ce moment-là, avait un langage qui n'était pas un langage anglophone. Moi, je suis dans un corps, le corps du barreau de Cameroun, où les anglophones sont minoritaires, mais il y a plus d'avocats, plus de bâtonniers qui sont anglo-saxons que les bâtonniers francophones. Parce que quand on va voter, on ne va pas voter la langue. On vote la personne. Et tant que nos frères vont continuer à penser qu'ils sont marginalisés parce qu'ils parlent une langue, parce qu'on ne retrouve pas leur langue, et même lors de la fédération, dans l'État fédéré, il y avait les House of Chiefs. Il y avait dans le système anglo-saxon, dans le système de Cameroun oriental, il n'y avait que le système monocaméral. Dans le système francophone, c'était monocaméral, c'était bicaméral parce qu'il y avait à côté des députés une chambre des chefs traditionnels. C'est ce qu'on est en train de faire dans le statut spécial. Linus Fogab, je veux qu'on reste sur la journée d'hier, sur cette image, les villes mortes, une fois de plus. On sait que très souvent, c'est le lundi. Mais hier, c'était jeudi, preuve que les leaders sécessionnistes ont encore de la parole. Ils sont suivis. Serge Alain, vous savez, l'incompréhension du présent naît de l'ignorance du passé. La problématique que vous posez sur la table ce soir pose le problème d'un contentieux historique qu'il faut absolument évacuer pour que le Cameroun retrouve le chemin du développement. Et quand on mène un débat comme celui-ci, il est important d'articuler les effets à la cause. Vous parlez tout à l'heure des manifestations. Si vous analysez ces manifestations-là sans revenir à l'histoire, comme a essayé de le faire Maître Bidiga et bien d'autres copanélistes avant moi, vous allez comprendre qu'effectivement, à la base, il y a un problème colonial. C'est justement les effets ou les causes de cette colonisation qui nous amènent ce soir
à nous asseoir sur ce plateau et de débattre de ces questions-là. J'ai aimé quand Maître Claude Biliga a évoqué le cas du Togo. J'ai aimé quand il a évoqué aussi le cas du Sénégal. Je pourrais un peu étendre en parlant même, par exemple, du Mali. Vous savez qu'actuellement, où nous parlons, le Mali est dans d'une sorte de... Il y a une sorte de sécessionnisme au Mali. De fait même. De fait même, avec le MNLA de l'autre côté et autres. Je pourrais même aller un peu plus loin encore, en évoquant par le passé, il y a eu ce problème-là en Algérie, avec la Kabylie. Et en Angola, avec Kabila. Ainsi de suite, ainsi de suite. Nous pouvons même aller jusqu'en République démocratique du Congo. Oui. Et quand on a une situation comme celle-là en Afrique, on a tout vu tout récemment, même en Centrafrique, tout proche à côté de nous, avec les Balaka et les anti-Balaka, les nordistes et les sudistes. Alors, quand on a cette prolifération des crises sécessionnistes... Les musulmans et les chrétiens. Voilà. Quand on a cette prolifération des crises sur le continent, on doit se poser une question. Mais ça vient d'où? Mais ça vient d'où? Est-ce que c'est un fait hasardeux comme ça qu'on ait de partout des crises? Moi, je dis non. Ça, c'est un projet colonial. Nous n'avons pas encore vidé le contentieux historique avec la colonisation. La fois dernière, quand nous étions sur ce plateau, souvenez-vous, nous avons évoqué la thématique sur l'affaire du Covid-19. Et quand j'ai essayé de faire un déblayage sur le plan, comment je vais dire, du complot, on a dit tout de suite, non, il ne faut pas, vous voyez le complot partout, il ne faut pas voir. Non, le monde n'a été que complot. De l'esclavage à la colonisation en passant par le néocolonialisme. Et nous sommes là actuellement, ce débat que nous faisons, c'est un débat néocolonial. Parce que ce qui se passe effectivement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont également des histoires manipulées de l'extérieur. On ne peut pas exclure cette manipulation extérieure. On parlait tout à l'heure du Southern Cameroon National Council, tout ça. Ça existe depuis, mais au départ, c'était une minorité. C'est pour ça qu'il y a deux tendances lourdes. Au même moment que nous critiquons les actions extérieures qui visent à déstabiliser le Cameroun, il faut aussi dire qu'il n'y a pas eu en interne des politiques anticipatives pour pouvoir mettre un terme à cela. Et c'est donc comme ça que, effectivement, la crise s'est enlisée, elle s'est généralisée. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on ne parvient pas à trouver des solutions idoines. Je veux revenir sur l'histoire, puisque Maître Biliga est resté longtemps dans l'histoire, pour dire que, effectivement, à ce niveau, on ne peut pas donner un chèque en blanc au gouvernement. Oui, il ne faut pas le faire, parce que vous allez voir, le 1er janvier 1960, c'est la partie anglophone qui est, la partie francophone pour moi qui est indépendant. Le 1er octobre 1961, c'est la partie anglophone qui est indépendante. Et donc, il y a eu donc une réunification, il y a donc eu une réunification et qui a créé donc ce qu'on a appelé l'État fédéral. Ça qui a créé l'État fédéral. Et plus tard, en 1972, il y a eu maintenant l'avènement de l'État unitaire. L'avènement de l'État unitaire. Et justement, c'est à ce niveau que le problème se pose. Les gens disent que, ou du moins les anglophones, ceux qui sont de la franche sécessionniste, disent que cela a été un mariage forcé. Et quand je dis que c'est un problème colonial, parce que ceux qui étaient chargés d'arbitrer cette affaire, c'était qui? C'était les Nations Unies. Il y a une résolution 1608, la résolution des Nations Unies d'avril 1986, effectivement, qui réglait ce problème-là. Et donc, les Nations Unies sont au cœur, tout comme la France et l'Angleterre sont au cœur de ce processus-là. Et c'est justement à ce niveau que les anglophones disent qu'ils ont été floués, parce que lors de ce référendum, on leur a seulement posé deux questions, ou deux alternatives, autant pour moi. Est-ce que vous voulez rejoindre le Cameroun ou vous voulez rejoindre le Nigeria? On leur a peut-être pas posé l'alternative de si vous voulez être indépendant, par exemple. Hein? Il faut restituer, puisqu'il a parlé de la restitution de l'histoire, il faut restituer l'histoire. On n'a pas posé cette... C'était deux questions. C'était deux questions, effectivement, cadenassées, si vous voulez. Et donc, cela a donc conduit
à des échauffourées, c'est-à-dire qu'on a commencé là à murmurer, il y a des leaders, des gens, cette frange-là, qui ont commencé dès cet instant-là à dire que non, nous, ce n'est pas ça, à créer des petits blocs, et c'est comme ça que la chose a évolué. Et donc, là où le bas blesse, c'est Jalin, et c'est là où je vais peut-être chuter, c'est que... Peut-être, on ne sait pas. En janvier 1984, le président de la République... Février 84. Non, c'était en janvier, je pense bien. Non, février. Le président de la République prend une décision, ma foi, unilatérale. Unilatérale, oui. Je vais dire ça comme ça, unilatérale, de transformer la République unie du Cameroun en République du Cameroun. Oui. Vous savez, dans cette histoire, Maître Billy Gaye, avocat, il va vous le dire, il y a eu une sorte de parallélisme de forme. Parce que pour aller à la République unie, il y a eu un référendum. Le 20 mai 72. Très bien, c'est Jalin. Et la démarche objective... Il y a une constitution qui accompagne le... Très bien. Du 2 juin 72. Et je voudrais pas vous dire ce qui était dit dans la constitution, que pour arriver à une quelconque modification, il faut repasser par un référendum. Ça, ce sont entre les clauses qui étaient effectivement encadrées dans cette constitution-là. Donc, je faisais allusion à ce parallélisme de forme pour dire qu'effectivement, on est passé par un référendum pour arriver à cela. Et donc, pour changer, même si c'était un maquillage, disons-le comme ça, mais pour changer, il fallait aussi qu'on repasse par un référendum. Mais en 1984, comme on le disait tout à l'heure, le président de la République prend sur lui la responsabilité. Je pense que c'était pas un décret, je ne sais pas, un truc de ce genre, où on passe de la République unie du Cameroun à la République du Cameroun. C'est pour ça que vous allez entendre, quand ces gens-là parlent, ils disent la République. Vous avez remarqué? Parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce changement brusque et brutal. Et donc, ce sont des problèmes qu'il va falloir résoudre. Nous ne sommes pas là, en tout cas moi, pour dire que... Parce que je vous ai dit, ma thèse de départ, moi je suis un kroumaïste, je suis foncièrement, j'allais dire fondamentalement opposé à la sécession. Parce que si on analyse un peu la chose sur le plan politique et géopolitique même, vous allez remarquer que l'Afrique est extrêmement faible en tant qu'État divisé, balkanisé. Nous sommes extrêmement faibles. Et si on veut encore saucissonner nos États, vous allez voir que nous ne pouvons rien, parce qu'aujourd'hui, le monde se constitue en entités. Vous allez voir la fédération de Russie, vous allez voir la fédération indienne, chinoise, américaine. Qu'est-ce que le Cameroun, hyper balkanisé, peut bien faire dans le monde de demain? Donc, je suis foncièrement opposé à cela. Merci, et je dis en même temps qu'il faut résoudre ce problème. Merci Linus. Vous voulez ajouter quelque chose, Charles? Oui. Autant je revenir à mettre dans un instant. Autant je défends l'histoire, je défends le retour à l'histoire. Je défends que l'histoire soit enseignée, que cette histoire soit présentée telle qu'elle s'est véritablement déroulée. Autant je m'inscris totalement en faux contre le fait que les gens s'appuient sur cette histoire pour diviser. Ce qui fait problème au Cameroun, ce n'est pas tant le fait que l'histoire qui a eu ses entorses, je ne sais pas aux ententes qui avaient été faites, c'est la malgouvernance, c'est la corruption, c'est les injustices. Ce sont les injustices, la malgouvernance qui sont à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le problème anglophone. C'est vrai qu'il y a un contentieux historique, c'est clair qu'il y a un contentieux historique. Mais ce contentieux, on pouvait le dépasser. On a vu les Camerounais. Mais là, c'est bien dit ici. John Foundji a été élu en 92. Mais si les anglophones construisent... Ok, si les anglophones construisent 20%, il a quand même eu plus de 20%. Ça, c'est clair. Donc, il y a un problème. Alors, il faut savoir pourquoi est-ce que ce problème revient. Parce qu'il y a une malgouvernance. Il y a eu des injustices. Et Charles, justement, ces problèmes avaient été relevés lors de la anglophone conference 1 et 2. Les anglophones, ils ont tablé sur un certain nombre d'éléments de marginalisation. C'est clair. Oui, mais moi, quand je parle de marginalisation, ce n'est pas forcément à l'encontre des anglophones. Mais nous disons que vous avez une clique de Camerounais, vous avez 10% de Cameroun qui sont accaparés pratiquement toutes les richesses. Vous avez 10% de Camerounais qui gouvernent ce pays depuis très longtemps et qui ont introduit un système de reproduction sociale qui normalement aurait pu être dépassé par l'éducation. C'est la réalité. Donc, vous avez d'autres personnes qui sont peut-être plus courageuses et qui posent le problème, peut-être le posent mal. Mais le problème au Cameroun, c'est la malgouvernance. Si le pays était très bien gouverné, s'il y avait une répartition équitable des richesses, on ne voit pas en quoi et pourquoi est-ce que ceux qu'on appelle aujourd'hui les anglophones revendiqueraient le retour à 1961. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Pourquoi pas le passé? Cela ne se faisait pas. C'est vrai qu'il y a des petites sorties, j'ai dit ici, des gens qui étaient nostalgiques du passé. Mais on se rend compte qu'on a dépassé totalement ce cas-là. Pourquoi? C'est parce que ceux qui gouvernent, le problème est là.
C'est la malgouvernance. Il faut qu'on revienne. Aujourd'hui, quand on essaie d'expliquer par l'histoire, le problème, c'est pas l'histoire, il ne faut pas qu'on ait l'histoire. Le problème, c'est que ce pays... Mais Tabiliga dit que non, il faut avancer. Faut pas je dis, on ne peut plus... En fait, effectivement, il faut avancer. On doit regarder. Mais je dis, si on veut avancer, alors, il faut un retour à l'équité. Un véritable retour à l'équité. Moi, je suis par ailleurs enseignant d'histoire des médias. Mais quand j'enseigne l'histoire des médias, l'histoire de la presse au Cameroun, quand je parle de la presse du Cameroun anglophone, avant 1961, je dis qu'elle était arrimée à l'évolution de la presse au Nigeria. Je dois le faire savoir, c'est l'histoire. Alors au Cameroun, je commence depuis 1884 pour montrer qu'il y a une évolution dans ce qu'on appelait le Cameroun avant. C'était le Cameroun, donc progressivement, je dis, la presse de l'autre côté était arrimée à ce qui s'est passé au Nigeria. Parce qu'il faut noter, depuis 2019, il y avait pratiquement deux Camerouns. Donc c'est l'histoire, mais aujourd'hui, nous devons dépasser. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ceux qui gèrent ce pays, ils ont failli. Le problème est là, comment est-ce que résoudre le cordage historique est une chose, mais aujourd'hui, remettre les Camerounais sur la table, c'est notamment en faisant régler la justice. La justice voudrait que le Camerounais, où qu'il soit anglophone ou francophone, que le mérite soit reconnu. Qu'on n'ait plus, par exemple, je prends quelque chose, je dis n'importe quoi, où chaque fois vous avez un directeur général de la CRTV qui doit être, je dis le président francophone, et de l'autre côté vous avez l'adjoint qui est forcément anglophone. Il faut donc que si tant est que, quand il n'y a pas de méritocratie de la justice c'est pour tout le monde, autant pour les francophones que pour les anglophones. Si cela règne, si on peut arriver à cela, on parlerait plus anglophones ou des francophones. Ok. Fall Vistaillon, il y a ce discours qui revient tout le temps. Le gouvernement a fait beaucoup. Et vous appelez souvent ça des mesures cosmétiques. C'est bien cela. Mais de l'autre côté, on oppose aussi et on dit que de l'autre côté, on ne voit pas ce que les leaders ont cédé. Face à ce discours. Le gouvernement fait assez, on dit le gouvernement fait assez, mais de l'autre côté, on ne voit pas la bonne volonté. Yes, you know that queuing it first from my colleague, journalist who is very versed with the things that are happening on the ground, with my political analyst by my side. You know, we have a common phenomenon that when you are from the system, there's always this aspect of treating things like all is well. You know, that's the philosophy we have. Non, il n'y a pas beaucoup de problème. Le problème, c'est non, il n'y a pas. Alors qu'il y a le problème. Vous voyez, c'est ça le problème. Avec les gens qui soutiennent le régime sur place, en place. Now, if you look at it critically, like what my brother Jones was saying, you know, if you look at the entire problem, we have a colonial problem. But at the same time, like what the Pan-Africanist is saying, or the Nkrumahist is saying, if you keep aside the colonial problem, you could forge ahead, like what Barrister is saying. But how do you forge ahead? Is by saying into it that the union you have with somebody is arranged in an amicable manner. That is true. Now, the area where you want to impose, because there is assimilation. I am surprised when I hear Barrister say, il n'y a pas la fait d'assimilation. It is very clear. Since we started independence, there are strategic ministries in the country. How many have Anglophones been holding? Except now that the crisis started, they split the Ministry of Territorial and Decentralization. They split it first, it became weak. Before they took Aminat and gave to Anglophones, you get the point. But before then, the question is, was it that Anglophones were not capable to hold these positions? No. Just like what my friend the journalist said, it was always an aspect of Anglophone. If you look at it before now, when you see the lawyers were reivindicating, you go to WOM, State Council, Premier Adjoint, Deuxième, jusqu'à Sixième, it's not the Francophone. Do you find it very okay? In an area where people are supposed to be communicating in English. Now, these things have been carefully cooked up over time. If you see a problem to research in political analysis, it does not mean it started today. It means there were some minor effects, root causes, that now generated to the immediate causes that you find us where we are today. So in a nutshell, from what we are trying to analyze here, we are looking at it to be very candid that the way we see the issues moving, from the indications of the 1st of October, it still tells you that the regime is still to understand that this thing needs to be put on the table. The regime still thinks that it's the first, as they will all say, on va les mutualiser, because it's their common word. So some the minority, it's a même key. So you look at where we find ourselves. And I said that if we had a government that reasons that it's not kangaroo system as per se, it means such a government would have been able to know that if within the territorial boundary, you use forces that you use to combat Boko Haram within the territory, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Because the same B elements and the forces who are supposed to be fighting elements out of the country like the border of Nigeria with armored cars, the things we used to see in Iraq, in Syria, are what we now see here. Voiture blindée, à gauche, à droite, and all the like. You begin to ask yourself, when Timon Nagy was saying that these issues like that cannot be treated with force, I am sure the government did not understand that from the way the things are moving, the ideology is there. What do we have?
Like what Barrister said some few minutes ago, that it is not an issue of language. We are not talking of language here, such. Like when I hear most of the people in the regime say, "Ce n'est pas de problème anglophone, nous sommes un indivisible." It is true. People fail to understand that between English speaking and French speaking, there's no problem. That's the reality on the ground. The main issue is the aspect of marginalization. Do you know that some years back, 10, 15 years ago, I suffered when I came to Douala? Because there were times when you tried to speak in English. We had this name, Lobiafre. You get the point? The Anglophone, the Anglophone. Those things were things that were built up by the state because they used a system of divide and rule. It came to a point where those who could leave Bamenda to go and chase documents in Yaoundé slept there for so many days because you could not speak the language. You had to hire somebody. Those of the English speakers who studied in the University of Yaoundé will tell you that most of them had it very tough because you had to pay people to translate notes for you. You could imagine the hurdles Anglophones went through. If you see Anglophones, you see me babbling with French here. It's because the system, through marginalization, forced me to speak French. Parce que dans ma tête, pour survivre à Yaoundé ou à Douala, je dois apprendre l'anglais, même si je dois apprendre français, même si c'est français bricolé. Oui. Mais pour les francophones, c'est maintenant même qu'ils sont en train d'essayer d'étudier parce que au début, là, pour eux, non. Français, c'est tout et tout pour le Cameroun. Donc, nous étions dans le problème en tant que les anglophones. Et c'est clair, au niveau de nomination, I will tell you in 2016, when the INGS exam, that's for the sports exam, the professional school in Bamenda was launched, 2016, 150 places were reserved. In the concours, 2 of those places, one from Northwest, one from Southwest, 148 was from the French speaking in Bamenda. How do we explain that? The evidences are there. So you could imagine that if we say there was no marginalization, it means that there is no problem. But if this people get up one day, the issues of the form of state, like Barrister was talking about Nigeria, Togoland, you could have the same culture, you could speak the same language, but the moment you feel that your interest in governance is not taken into consideration, you have every reason to reivindicate. When we're talking about the issues of Nigeria, when Obasanjo went to meet Ojukwu in the Biafra area, what was the reconciliation? That was the president who went to the area where the war is taking place. In Cameroon here, you only hear them talking in Yaoundé. And you will not see, that is to them, ça ce n'est pas une affaire, on va les certaines des minorités. Obasanjo went there and met Ojukwu and told him we understand that we have wronged each other. Please, let's take it easy. Let's see how we can arrange it. Nigeria is our country. Now, if you look at it critically, what do we find here? Yaoundé regime decides to use fellow anglophones. Bon, vous avez pris ce cas. Vous voulez que le président Biya descende. It is very obvious. Oui, pour rencontrer. These are two things worrying, Mr. Sech. As you see, the 1st October taking the way it's taken. Oui. We have been in the war for getting to 4 years. What is that? What are two things? To show you that the state is not willing to solve the problem, but to use force and to marginalize the anglophones. Oui. One, for 4 years, the issue has never been discussed in the Senate. I mean, never as official. Apart from Senator Kemende Henry and sometimes Chief Mukete who raised the issue, it has not been discussed as an official issue. If you go to that's the Senate. If you go to the National Assembly, apart from Honorable Wiba and SDF militants who forced the issue and did not go through, it has never been discussed. Now, in public administration, desperate problems need desperate solution. There are times that a country could hold what we call extraordinary session just to look into an issue when people are dying. If you look at where we are, such, you discover that it's a careful attempt. How do you explain to me that you have a head of state who says Cameroon is one and indivisible? And for 4 years, the head of state has never gone down to the field to see things for himself. And you say, no, calmez-vous, nous sommes des frères. Bon, essayez, on va voir ce qu'on peut faire. But you get the words that on va les neutraliser. C'est une petite minorité. So you could see where we are today, and at the end of it, the lives that have been lost from military, amber boys, and civilians are all people that we think we should cry over. And so, because of what my brother said, which I agree with him, it is bad governance and arrogance. Okay. The system does not want to recognize the errors they have committed by marginalizing Anglophones all this while. And then, away from that, they say things that it is force. And that's why you see each time on air. Why do you get Anglophones getting angry? Parce que quand on parle à l'antenne de temps en temps, on parle comme s'il n'y a rien de côté là. J'ai dit, allez là-bas. Tu vas voir des corps abandonnés. Tu ne sais pas qui est tué qui. Tu vas voir certaines choses, il y a des maisons brûlées. Est-ce que ça s'arrange dans un pays qui veut être un État uni? Ça veut dire qu'à un même temps donné, I said here sometimes such, si nos députés étaient les députés de la nation, si nos sénateurs étaient les sénateurs de la nation, comme il fallait, on devait entendre un jour qu'un sénateur de Mayo-Chana a tenu au Sénat pour dire que non, il faut qu'on voit l'affaire là au nord et sud-ouest.
Là, ça veut nous dire que non, nous sommes de même. Okay. On va entendre un jour qu'un sénateur de meilleur, on met ça là. Monter un jour à le Sénat, dire que non, laisse l'affaire de programme de Sénat là. Maintenant, il faut qu'on change. Le Christ anglophone est important. Mais au fur et à mesure que le reste reste tranquille. Et d'autres anglophones, en tant que les sénateurs et les députés, comme on les a achetés tous, voilà. Ils étaient tranquilles. Ça veut dire qu'on va continuer à mourir. Jusqu'à quand? C'est un problème, véritable problème. Justement, Maître Joseph-Claude Bilega, on a vu il y a quelques semaines déjà un rapprochement entre le pouvoir de Yaoundé et quelques leaders sécessionnistes. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de ça. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui que le président donne les pleins pouvoirs au Premier ministre, Chief Dr Joseph John Gouté, pour mener, que ce ne soit plus de manière officielle, ce rapprochement-là entre le pouvoir et les leaders sécessionnistes? Savez-vous que jusqu'au moment où Nelson Mandela sort de prison, les années avant, il y avait des négociations? On le sait. Personne n'était au courant. C'est après sa sortie qu'on a commencé à vous dire qu'il y a eu un cheminement de Robert Lansline où il était en train de casser les pierres. Il a été enlevé pour mettre dans une autre prison. Après la prison, il allait dans une sorte de résidence surveillée. Et c'était comme ça il sortait, on l'habillait, il allait discuter avec de Klerk, William de Klerk. Ça a abouti au truc. Donc les négociations, généralement, ne se font pas. Vous avez vu la difficulté que le gouvernement a eue lorsque on a annoncé les négociations qu'il y avait eu avec Tseko Ayuk Tabé, qui aurait eu. Vous avez vu que ces genres de choses, ça se dit pas comme ça. Et le fait qu'on a entendu des frères du Nord et du Sud-Ouest s'attaquer à cette négociation-là, disant que si Tseko Ayuk Tabé vient faire quoi, là, il est en prison, il n'a pas le pouvoir. Et ça n'est pas représentatif. Et ça se repercute sur ce terrain, sur ce plateau. Il faut bien que les positions entre Charles et celles de Fire Elvis sont différentes. Fire Elvis vous parle de minorité. Charles nous dit nous sommes tous Camerounais. Si on part du principe que nous sommes tous Camerounais, on ne regardera pas que le ministre tel est anglophone, tel est francophone. Mais parce que dans leur esprit, dans l'esprit que Faye émet, c'est qu'ils sont une minorité et que cette minorité doit pouvoir avoir peut-être les mêmes pouvoirs. Ils sont 20%. Si vous allez voir maintenant, on rentre dans les 20%. Vous voyez les postes occupés par nos frères du Nord ou Sud-Ouest et les postes occupés par les frères francophones, vous direz bien que le pourcentage du Nord ou Sud-Ouest est supérieur à 20%. C'est ça la réalité. C'est la réalité. Maintenant, pour la gouvernance, moi, je ne pense pas que ce soit... Je ne dis pas que tout est parfait. Je ne l'ai jamais dit. Tout s'améliore. Et dans tous les pays du monde, ça s'améliore. Hier, je suivais sur une radio concurrente, une chaîne concurrente, une Batoile. Une Batoile, c'est les pygmées du Burundi où j'ai été récemment au Rwanda. Elle expliquait comment elles étaient marginalisées. Et que comment aujourd'hui, on a commencé à leur donner des pourcentages pour pouvoir rentrer dans le Parlement et autres. C'est des problèmes qui se résolvent de manière progressive. Hier, peut-être, on n'avait pas donné les postes de souveraineté encore. Et encore, lorsque dans le gouvernement fédéral, il y avait quand même des fédérations, il y avait quand même des États fédérés qui avaient leur gouvernement. Même au niveau de l'État fédéral, il y avait toujours un gouvernement qui prenait les frais des deux côtés. Donc je veux dire, il faut tant qu'on reste dans la notion de minorité, on continuera toujours à contester. Parce qu'on ne sera jamais satisfait. Ce que vous dites est vrai. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit une fois, lorsque un député de ma circonscription administrative électorale de Vouré-Est venait parler du fait qu'au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, il n'y avait pas certains compatriotes d'une certaine région. Et je lui disais, mais non, je voudrais que tu viennes parler en disant que les compatriotes, on ne voit pas des pygmées dans l'Assemblée nationale, qu'il n'y a pas les bourreaux dans l'Assemblée nationale, parce qu'ils sont camerounais, ils sont minoritaires, ils sont ce qu'on appelle des peuples autochtones. D'après l'ONU. C'est eux qui forment le peuple autochtone. Mais on ne les trouve pas là-bas. Mais vous ne verrez personne qui vienne parler d'eux. Ils sont minoritaires, ils sont des minorités, ils devaient être protégés également. Mais vous prenez une minorité linguistique. Et je dis, elle ne doit pas être une minorité. Pourquoi? Et je l'ai dit sur votre plateau, je le redis aujourd'hui, c'est l'une des choses qui m'ont, moi, à titre individuel, choqué dans l'organe de l'ordre national. C'est des choses. La première, c'est le fait qu'on a dit qu'on maintient le système judiciaire différent. On était en train d'aller vers une unification, pas vers une harmonisation, parce que vous appelez une intégration, etc. Non. Le Cameroun était en train de frayer une voie vers la justice qui n'était ni
du côté francophone, ni du côté anglophone. Lorsqu'on parle par exemple comment vous appelez ça, lorsqu'on arrête quelqu'un et on l'amène devant le juge civil, à corpus. Ça n'existait pas dans le système francophone, mais on l'a intégré dans le système francophone. Lorsque vous arrivez dans les tribunaux aujourd'hui, la position du procureur, etc., c'est pas dans le système francophone. Vous ne verrez pas ça au Gabon, vous ne verrez pas ça au Congo. On voit ça rien qu'au Cameroun. Même, je veux dire, dans les pays au Nigeria, vous ne verrez pas ça. Parce que nous créons notre voix. De la même manière, je l'ai dit tout à l'heure pour les enfants. Les Camerounais aujourd'hui sont parfaitement bilingues pour une bonne partie. Nous, on peut apprendre l'anglais en 6e avec Betty, je ne sais pas quoi. C'est une sorte de dialogue. Aujourd'hui, dans la maternelle, les enfants, je crois qu'il y a eu ce débat dans votre forum de Banjou, j'ai eu à intervenir. Nos enfants, dès la maternelle, sont bilingues. Dès la maternelle, sont bilingues. Dans 10 ans, 20 ans, ils ne seront plus francophones ni anglophones. Ils ne sauront même pas d'où ils viennent. Ils sont camerounais. C'est ça que je disais, donc, favorisons donc cette intégration-là, au lieu de toujours revenir en disant nous sommes minoritaires. Pour mon frère, pour arriver chez vous, vous avez plus de chance que moi pour arriver chez moi. Je suis à 125 km, à 200 km de droit là. Je passe par l'ouest pour arriver en Ndom. Je dis par l'ouest. Non, parce que tu dors au premier banc. Je sais pas ce que vous êtes pour le premier banc. Moi, je dois prendre des armes. Je dois prendre des armes pour pouvoir arriver en Dôme, alors que je suis à deux pas. Non, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de marginalisation. Ce que nous devons dire, nous tous, c'est que... tient les choses à main. On dit trop, c'est trop, et il faut des changements, et ça vient. Merci. Non, moi je dis c'est pas la guerre. Pour moi, c'est vraiment, je ne sais pas pourquoi on doit faire la guerre. Ce que je vous dis, la marginalisation ne concerne pas une tribu, ça ne concerne pas une langue. Si les Camerounais tous ne sont pas sur le même pied d'égalité, et je l'ai dit, c'est partout dans tout le monde. Okay. Il n'y a aucun pays au monde où tout le monde est riche ou où tout le monde est pauvre. Il n'y en a pas. Ouais, Linus, rapidement. Oui, avant le journal. Oui, avant le journal, je voudrais rapidement dire à Maître Claude Biliga qu'il ne faut pas s'inscrire dans une sorte de reniement systématique. La marginalisation, elle existe à tout point de vue, que ce soit sur le plan politique, sur le plan linguistique. J'aime souvent rappeler que la crise anglophone, la crise anglophone est un problème à la fois anthropologique, historique et même linguistique, voire même politique aussi. Et donc, quand je l'ai dit, si je veux prendre un seul exemple sur le cas de la marginalisation et tout rester dans ma logique qui est celle du néocolonialisme, je voudrais prendre l'exemple du franc CFA. La Constitution dit que les deux langues doivent être utilisées de manière égale. Oui. Mais sur le biais du franc CFA que nous gélons, ce n'est que le français. Voilà, merci. Ce sont des choses qu'il faut corriger. Voilà. Bonsoir Nadine Yambou, bon retour. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain Autou, bonsoir également à vos invités. Ce soir, nous reviendrons sur la publication des listes des candidats retenus et même recalés pour les régionales 2020 au Cameroun. Le Conseil électoral s'est réuni ce vendredi à Yaoundé. Il faut déjà donc préciser que plus d'une vingtaine de listes ont été donc rejetées par Elecam. Parmi dans les recalés, plusieurs listes de l'UPC, dont vous écouterez plus de précisions lorsqu'il sera 20h sur Equinox Télévision. Dans ce journal également, nous reviendrons sur la situation sécuritaire de plus en plus préoccupante à l'extrême nord du Cameroun, où plus d'une vingtaine de membres du comité de vigilance ont été tués lors des incursions de la secte islamiste Boko Haram. Et puis, hors de nos frontières, Trump testé positif au coronavirus. Quel impact sur la campagne électorale? Du moins, d'aucuns pensent que l'annonce de la contamination du président américain va donc perturber le déroulement de la campagne électorale. Serge Alain Autou. Voilà, dans un instant, ce sera le 20h de Nadine Yambou, comme tous les vendredis, vous le savez. Et tout de suite après, ce sera le débrief du journal, toujours en compagnie de nos invités en plateau. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de maître Joseph-Claude Biliga, Elvis Taillon, Linus Fogap et Charles-Nga Fonga. Charles-Nga, l'enseignant que j'interroge maintenant, l'enseignant et le parent d'élève que vous êtes, 2 jours avant la rentrée, vous avez les résultats de votre fils qui tombent. Je vais peut-être commencer par le... Si le résultat n'est pas bon, comment le parent se sent?
Comment ces parents-là se sentent ce soir? Moi, et les élèves aussi. Oui, moi je dirais mieux vaut tard que jamais. Il y a deux alternatives. Hein. Chaque fois que vous présentez un examen, soit vous l'avez, soit vous le ratez. Donc les parents sont toujours parés à ces deux éventualités-là. C'est-à-dire qu'on sait très bien ce qu'on ferait. On s'imagine un peu quelle pourrait être la suite. Donc pour moi, c'est certes tard, mais le gouvernement a annoncé qu'il y aura 2 semaines. Donc à partir du 5, il y aura 2 semaines de cours de mise à niveau. Je pense que pendant ces 2 semaines-là, les parents trouveront de l'énergie. Pour ceux qui reprennent, qui n'ont pas pu avoir les examens et qui vont reprendre, même s'ils reprennent les cours après 2 semaines, on a envie de croire qu'ils ne seraient pas très en retard. C'est tard, mais on peut comprendre que la pandémie du coronavirus est passée par là. Ceux qui gèrent... C'est seulement pour le GCE? C'est ce qui veut dire ceux qui gèrent l'organisation de ce pays auraient quand même pu mettre les bouchées doubles, sachant qu'on était dans une situation un peu délicate, exceptionnelle et délicate. Tout fait pour qu'on puisse avoir les résultats beaucoup plus tôt. Maintenant, je ne sais pas ce qui peut expliquer cela. C'est certes un manquement, mais je dis encore, les parents peuvent se rattraper. Mais je pense qu'il faut comprendre une chose. Oui. Le GCE n'est pas le bac. Le bac se fait en 3 jours. Le GCE se fait parfois en 1 mois. Il faut que ça sache. Ce sont les matières que vous avez. Vous pouvez aujourd'hui faire 2 matières, passer un jour, le deuxième, troisième jour, vous faites d'autres matières. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans le même système. Donc ça veut dire également qu'au niveau des corrections... ça tombe toujours, le résultat tombe toujours 2-3 jours avant la rentrée. C'est ça le problème? Non, le problème c'est celui-ci. Nous partons d'un principe. Il a dit, nous avons... Déjà, il faut déjà être content du fait qu'il y a eu les examens. Oui. Au Kenya, par exemple, il n'y a pas eu d'école. Dans beaucoup de pays africains, il n'y a pas eu d'école. Donc, il n'y a pas eu d'examen. Donc, il n'y a pas eu d'année blanche au Cameroun. Première chose, c'est ça qui est positif. Deuxième chose, compte tenu de ce que Charles a dit tout à l'heure, du coronavirus, nécessairement, le calendrier a été bousculé. Mais ce que je voulais, ma remarque, c'était par rapport, ma remarque, c'était par rapport au bac et au GCE. Oui. C'est pour ça que je dis que le bac se fait en 3 jours, le GCE se fait parfois en plus d'1 mois. Oui. Il commence par exemple mi-août, il finit, je ne sais pas quoi, mi-septembre. Selon les matières, tous les enfants ne vont pas composer au même moment, ils ne vont pas composer les mêmes matières, il y a la pratique, il y a... donc ça fait que c'est normal que, compte tenu du temps mis pour pouvoir composer au niveau du GCE, de la même manière où la correction doit également prendre du temps. Et voilà ce que je peux justifier par rapport au temps mis. C'est-à-dire la différence entre le bac avec l'enseignement du sous-système francophone et le sous-système anglophone, c'est différent. Okay. Fred Vistayon, what do you have to say? Well, the important point is that the GCE results have been released. Ah, c'est ça le plus, c'est ce qu'on doit retenir. That's what we could say because though coming few days to school's resumption, it is true. Parents have been waiting for it, and many of them could not go further with arrangement because they did not know the outcome of it. They did not know they're waiting for it. And just like what Barrister is saying, I think for the first time I could accept with him. For the first time, you know. Ouais, la vie même c'est comme ça. Hein? On finit toujours par s'entendre. Voilà, la vie c'est comme ça, on s'entend toujours. Issues, Barrister will take the other way around. If it's law and education, he goes the right track. So, you know, GC begins with practicals. Sometimes it takes 2 weeks of practicals. It takes sometimes 2 and 2 weeks and some few days to get the written part of it. So I think for that he's almost right. It takes sometimes a month, which is different from what you find in the back exams. But then what you should understand is that from the creation of the time of the GCE board, even from the Ministry of National Education, before coming to the hands of the GCE board being managed by a particular board, that General Certificate of Education, you realize there were times that the GCE at times used to come out, and then 2 weeks schools resume when GCE is coming out. There were times that those to go in for lower seats and other exams, school begins, some of them come 1 week after. Some of us experienced that. It's just that after some adjustments now, they started making it in a way that it could come out before schools resume in September with everybody. And so if you look at how some of us wrote, where you get a GCE, schools begin 1 week, you are still waiting for the results before you come to school. I think it's not really bad compared to what the changes that have been taking place. The only problem I have with the GCE is the quality. Because I've quite worked with a handful of persons. I want to let you know that the Anglophone crisis has caused a lot on that. Yes, it has an impact because of the fact that a bulk of those who used to go in for the exams
were Anglo-Saxon persons, because normally, like what Barrister is saying, you had French candidates who are studying, just like you have the back, you have Anglophones who are also studying the back part of it. But now the main thing is that a percentage, over 80% of those who write the GCE are mostly English speaking. And because most of them have been affected, the only bad thing we have is that the quality has dropped. I would not want to hide that. You discover that things that they could take 35 or 45%, or 45 to 50%, now it has to drop because they consider the quota, the majority who fall below the margin line. So by so doing, it is true you try to consider and to encourage people who managed under critical circumstances to go to school to at least have a pass. But if you look at the way the rating is done now, compared to when the rating of the GC was done at the normal period, it becomes different. If you go to University of Buea, for example, when, like, for those who write back, what was the qualifications to enter? For back, can't you moyen, tu n'as pas de problème. Mais dans le système anglo-saxon, début, ça avait le problème des gens de côté des gens qui ont avoir le GCE. Parce qu'avec le GCE, on va dire que si tu n'as pas 4 points, et en haut, tu ne peux pas entrer. That was what made the other state universities like in Chang and Yaoundé was flooded, because those who could not meet up 4 points, those who had 3 points and below, could not go to University of Buea as Anglo-Saxon. So it favored the French-speaking in that case because they moved with averages. Now, in this case, you realize here that for the past 4 years, I was surprised that even people who have 2 points go to the University of Buea, which means that even the University of Buea has adjusted that particular rate, whereby it will not be a matter like if you want to do journalism in Buea, if you don't have 8 points and above, before that you could not do it. But now you discover if you have even 3 or sometimes 4 points, you are considered. Point of papers? No, points. That's papers first. Papers is 2, explain religion, and then points itself. That's the Anglo-Saxon system was rating at a particular level. So you realize now here that with the crisis that has affected, it has affected the GCE. I will tell you that the quality of education we have, I'm afraid maybe the guys who are the officials of the GCE will not be happy in the analysis I'm giving, but it's reality. If you look at the quality of those who wrote from 2016 till now, you cannot compare with those who wrote before the crisis. Because as the years go by, there are some considerations which the board does, which I don't refuse. But it's a bit encouraging because if many write and they don't pass, it could discourage them from not even going to school under the crisis. So I understand that they are trying to balance up. But my level is the output of the people we send out, we will need to work a lot with them on the field. If not, they will not be able to meet up with the quality of education in the outside world. Thank you. Lini, justement, vous, qu'est-ce que vous retenez les résultats qui sont enfin là? C'est l'essentiel. Il fallait que les résultats tombent, ils sont tombés. Ou bien vous pensez que ça arrive un peu tard? Non, ces gens-là, il faut déjà féliciter ceux qui ont réussi et encourager ceux qui n'ont pas eu à redoubler d'efforts. Cela dit, je dois dire qu'il faut aller un peu au-delà de cette affaire de sortie des examens pour interroger de manière fondamentale l'architecture même du système scolaire, de notre système scolaire. Voyez-vous, c'est un système qui ne fonctionne pas bien. Il y a de cela 3 à 4 ans déjà, au niveau du ministère des enseignements secondaires, ils ont introduit ce qu'ils appellent l'APC, l'approche par compétence. Vous avez organisé un débat ici il y a de cela quelques jours avec les enseignants et les pédagogues. Je m'attendais à ce qu'ils pointent du doigt cette problématique-là, mais bon, ils ont écarté pour parler beaucoup d'autres choses. Mais je dis que cette approche par compétence-là est un système extrêmement dangereux. Je dis bien extrêmement dangereux. Dans le fond, ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut d'abord expliquer de manière simpliste ce que c'est que cette approche par compétence. C'est-à-dire que c'est une approche qui veut un peu mettre en avant la pratique. Vous voyez, c'est-à-dire que le learning by doing. Oui, et donc cette approche-là voudrait qu'on regroupe les enfants par ateliers, qu'on donne des thématiques, qu'ils aillent faire des recherches, et après on discute avec l'enseignant et tout ça. Bon, comme ça se fait dans des pays un peu plus développés. Mais seulement qu'au niveau d'ici, ça pose problème. Parce que j'ai comme l'impression qu'on est en train de mettre la charrue avant les bœufs. Je pense qu'il y a des préalables quand même. Si je prends un exemple simple, banal pour faciliter la compréhension, je veux prendre ceux qui font par exemple TIC, informatique. Si on a par exemple un logiciel à manipuler et qu'un enfant dans un lycée de Fongo-Tongo, il n'y a pas l'eau, je veux dire il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de connexion, il y a même peu de machines et qu'il faut faire un travail pratique sur un logiciel précis, ça ne pourra pas marcher.
Donc il y a un problème d'infrastructure qui se pose. Et quand on amène des gens dans un système comme celui-là, sans au préalable aménager cette passerelle-là, je pense que ça pose problème. Vous aurez remarqué que le taux de réussite a été extrêmement faible cette année. Bon, on peut questionner ça et chercher de voir, est-ce à cause de la Covid? Ça, c'est une interrogation. C'est vrai que cela a joué pour beaucoup dans le taux qui était extrêmement faible, le taux de réussite. Mais il faut aussi interroger ce système-là, voir ses avantages et ses inconvénients. Et donc, c'est par rapport à ça que je dis que ce système-là, c'est un système qu'il faut interroger, c'est un système qu'il faut revoir, c'est un système qui ne marche pas compte tenu de nos réalités actuelles. Moi, je fais partie des gens qui estiment que nous devons adapter notre système éducatif en fonction de nos objectifs futurs du développement. C'est tout à fait normal qu'on adapte cela. Mais si on ne tient pas compte d'un certain nombre de réalités, on risque de conduire des enfants tout droit vers le mur. Et je pense que c'est justement ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et donc, il y a urgence de revoir ce système et d'améliorer un certain nombre de choses. Accentuer des séminaires, améliorer comment je vais dire, des centres de formation pour effectivement permettre à nos encadreurs, nos éducateurs de veiller correctement sur nos enfants. Charles Ngafonga, lundi c'est la rentrée, lundi, journée Villemont. À partir de nos eaux, comment, une fois de plus, c'est un autre casse-tête? Moi, je dirais que les populations qui vivent dans cette partie du pays en sont déjà habituées. Hein. Oui. C'est-à-dire que... Donc, une autre rentrée à 2 vitesses, ça commence automatiquement une rentrée à 2 vitesses. Mais nous avons lu sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si cela est vrai, que tous les chefs, ont demandé aux enfants d'aller à l'école, que pour eux, cette fois-ci, l'école doit continuer. Les enseignants doivent prendre leurs responsabilités. Aller à l'école, est-ce que ça veut dire qu'il y a un levé de mot d'ordre de Gostan le lundi? Bon, maintenant, on en est là. On en est là. Si ces mêmes chefs, si je dis la demande qu'on puisse aller à l'école, alors ils devaient également en tenir l'école. Mais pour le moment, les populations n'ayant pas encore eu ce mot d'ordre, même si jamais elles le recevaient, pas peur, je ne pense pas qu'elles iraient à l'école le lundi. Et il faut quand même noter que partout au pays, hein, il est assez difficile souvent d'avoir près de 20% des apprenants dans les écoles le premier jour de la rentrée. Les gens traînent tous les pas pour des raisons qui sont fondées. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de parents n'ont pas encore eu les ressources, n'ont pas les moyens pour envoyer les enfants à l'école. Le peuple au Cameroun, quand il parle d'injustice, de malgouvernance, il y a l'école au centre. Voyez-vous, si vous n'avez pas de l'argent pour envoyer votre enfant à l'école, lui acheter les fournitures scolaires, vous n'êtes pas en paix. Donc on vit dans un état de guerre permanent, c'est-à-dire contre nous-mêmes, avec nous-mêmes à cause de quoi? De ceux qui gèrent ce pays. Donc à la veille d'une rentrée scolaire comme celle-là, il y a beaucoup de parents qui ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés. J'ai vu des écoles là où mes enfants fréquentent, où on a demandé qu'il faut payer totalement la première tranche. Moi, j'ai voulu inscrire les enfants longtemps à l'avance, mais là, mon épouse m'a dit il faut payer toute la première tranche avant que les enfants soient admis à l'école. Vous voulez segmenter la première tranche? Mais assez souvent, on inscrit les enfants et progressivement, on a 2, 3, on paye en fonction. Première tranche, deuxième tranche, troisième tranche. On fait d'abord une inscription, on commence par l'inscription, ensuite on va payer la première tranche. Mais maintenant, l'inscription est couplée directement à la première tranche. Mais pourquoi? Mais je peux poser la question. Si tant est que j'avais tout payé l'année dernière et qu'au mois de mars, les enfants sont pas là à l'école, mais cette école a profité de cet argent. Mais on nous a imposé cela. On nous a imposé cela. Et maintenant, les parents qui ont bien peur que les enfants ne restent à la maison du fait de ce qui est annoncé selon lesquels les annonces selon lesquelles on pourrait n'admettre que 50 enfants par salle. Il se dit, mais il vaut mieux me battre pour le faire. Donc, il y a un véritable problème à ce niveau. Et encore une fois de plus, le gouvernement est en train de pécher. Dans les lycées où je dois augmenter l'APE, je crois qu'il y a un réel problème. Quand la rentrée scolaire arrive, je crois que les parents sont inquiets, très inquiets, et ceux qui gèrent ce pays doivent en tenir compte, car l'école n'est pas gratuite comme partout ailleurs. Maître Biliga, vous êtes aussi parent, vous êtes inquiet? Je devrais l'être aussi, non? C'est normal. Voilà. C'est normal. Le 5 octobre. Une rentrée scolaire, mais seulement beaucoup de parents ne paient pas. Oui. Tout à l'heure, une offre, on parlait du travail des enfants. Dans certains parents envoient les enfants faire un peu de petit commerce. D'autres parents sont dans les tontines, qui préparent les années bien avant
Il y a les banques pour ceux qui travaillent, qui permettent aux parents... Crédits scolaires. Les crédits scolaires, etc. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent permettre que les rentrées scolaires soient faites. Donc le président, le parent ne doit pas être surpris. Oui, bien sûr, on doit pouvoir préparer ça, surtout que depuis le mois de mars... Depuis le mois de mars... au Cameroun, hein. Vous savez, moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat de pauvreté et de richesse. Je l'ai toujours dit, le Cameroun n'est pas le paradis, n'est pas l'enfer non plus. Vous trouverez les riches partout, vous trouverez les pauvres partout. Vous allez en France, on va vous dire qu'il y a les systèmes, on vous dit dans cette zone-ci, il y a une sortie, on a un terme là, le terme échappe s'il vous plaît, excusez-moi, mais les gars qui sont au 18e ne font pas la même école que ceux qui sont... Les zones d'éducation prioritaire. Voilà, les zones d'éducation prioritaire, ça existe en France. Ça a un sens, ça veut dire que là-bas, l'éducation n'est pas la même que celle donnée, par exemple, dans les quartiers bourgeois comme Nélis, etc. Donc c'est la réalité. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Ce n'est pas pour dédouaner le gouvernement qui a le rôle de pouvoir éviter autant que faire se peut cette inégalité. Et maintenant, par rapport à ce que vous avez évoqué, le problème de parents de l'APE. Moi, j'ai eu la chance d'être un président d'APE il y a quelques années, pendant 4 ans. Et c'est nous, c'était dans une école privée laïque, c'est nous qui fixions les montants en accord avec les parents d'élèves qui s'asseyaient. Ils disaient, comme nous avons des activités périscolaires, c'est-à-dire des excursions, des visites dans les musées, etc., voilà ce qu'on va donc prévoir et on prévoyait. J'ai été trésorier dans un lycée ES, un lycée de Bakepe par exemple, où nous nous sommes rencontrés. Vous aimez la trésorerie, hein, maître Biliga? On me disait. Vous aimez, hein? Au niveau du carreau, vous étiez trésorier. On me disait, vous suivez la trésorerie. Et je disais que dans ce cadre-là, nous avions par exemple constaté qu'il n'y avait pas de salle de classe. Et on avait demandé aux parents, en tenant compte du nombre de salles de classe que nous voulions construire, le coût de salles de classe, de donner une certaine... On a fixé donc le montant de l'APE sur la base du plan. Mais pourquoi c'est les mêmes parents qui se plaignent toujours du montant? Alors, je ne sais pas. Parfois, c'est même les parents qui demandent. Ce sont même les parents qui demandent qu'on puisse... parce que lorsque vous arrivez, par exemple, dans un endroit, vous trouvez qu'il n'y a pas de place. Les parents vous disent parfois, je suis prêt à apporter un table banc. Monsieur, je vous parle des choses réelles que moi j'ai vécues. Et en tant que, vous savez, président du BIP. Oui, BIP. Quand on parle de BIP, c'est la construction des salles de classe, c'est les tables bancs qu'on donne dans les lycées et au collège. Je sais ce que c'est dans les lycées, etc. Les parents sont, il y a toujours... Aujourd'hui, le problème devient plus compliqué avec la réduction des salles de classe, des nombres d'élèves dans les salles de classe. Mais allez voir le professeur du lycée, ils vont vous raconter la pression qu'ils ont. Des parents qui veulent que leurs enfants soient dans les lycées. Autant au niveau de l'enseignement primaire, les enfants les parents sont prêts à payer 200, 300, 400 000 dans les établissements privés d'enseignement primaire. Autant lorsqu'on va au niveau du lycée, la plupart des temps, au l'enseignement secondaire, les gens vont dans les lycées. Il y a quelques établissements de classe, mais la plupart du temps, les gens vont dans les lycées. Et du coup, donc, les lycées sont bondés et le gouvernement ne peut pas accompagner avec la construction des salles de classe et tables bancs dans tous les lycées au même moment. C'est pas possible. Il ne peut pas comment? Mais je vous dis, il ne peut pas pourquoi. L'argent est parti. Je vais peut-être parler d'une chose de plus. Vous savez, lorsque vous regardez au lycée Jos, vous regardez au lycée technique, vous regardez le lycée technique de Koumassi, c'est pas la même configuration que certains lycées. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était les lycées le même lycée avant l'indépendance. Même après l'indépendance, on a voulu faire calculer le même modèle. On a construit le lycée de Yabassi, on a construit le lycée de Bafia, des lycées qu'on appelle de Fumbal, qu'on appelle les lycées de milliards en réalité. On s'est rendu compte que ces lycées étaient surdimensionnés. Aujourd'hui, le lycée de Yabassi devient c'est une école universitaire, voilà, aéronautique, l'école supérieure de sciences aéronautiques, alors que ce n'était pas ça sa destination. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Compte tenu du fait que les parents ont besoin d'être de l'éducation. Avant, au niveau d'arrondissement, c'est les CES. Aujourd'hui, ce sont les lycées. Ce n'est pas un seul, c'est 2 ou 3. Donc, l'État, qui hier avait à construire un CES dans l'arrondissement, doit construire 4 ou 5 CES ou 5 lycées dans un arrondissement, ne peut plus avoir les mêmes moyens. C'est ça la réalité. Ils peuvent avoir les mêmes moyens. Et les parents, généralement, et ici se pose également un autre problème, c'est que les élites vont auprès des responsables... Les élites mettent la pression qu'on crée des établissements dans leur
leur village, dans leur arrondissement, etc., sans que l'État ait forcément ses moyens. On crée, première année, deuxième année, on ouvre, et généralement les élites disent ceci, nous pouvons le faire. Nous vous trouvons du terrain, nous pouvons commencer dans un premier temps à construire la première salle de classe ou la deuxième, et c'est comme ça que d'une manière progressive. Lorsque vous voyez les lycées, sixième, on commence, même la plupart des temps même, je pense par exemple de Babada que j'ai connu, lorsque vous arrivez là-bas, au départ, de Babada, lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a la marée haute, c'est inondé. Il est devenu un lycée. Mais au moment où les parents vont le construire, les bureaux sont au quartier, c'était même pas au niveau du site. Donc la directrice, la directrice à l'époque qui aujourd'hui est décédée, partait de là-bas pour venir dans la salle de classe. Donc, je veux dire qu'il y a cette réalité-là. Les parents contribuent et ils doivent contribuer à l'éducation de leurs enfants. Parce qu'il y a des parents qui faut payer 300 000, 1 million de francs pour un élève. Mais si. Ok. Linus Programme sur cette situation. Lundi, c'est la rentrée et il y a cette journée villemante, comme toujours, dans le Nozo. Comment ça va se passer là? Oui, il faut dire que c'est extrêmement compliqué. On ne peut pas lire dans la boule de cristal. On ne sait exactement pas ce qui va se passer parce que tout est flou. Et c'est l'occasion, encore une fois de plus, pour moi de lancer l'appel, non seulement aux sécessionnistes, de laisser les enfants aller à l'école. Une nation se construit par la qualité de l'éducation qu'on donne aux enfants. Parce que ce sont eux qui vont assurer l'avenir de ce pays. Et donc, je pense qu'il faut aller au-delà d'un certain nombre de choses pour laisser les enfants aller à l'école. En même temps, je lance un appel au président de la République, du haut de son statut, du haut de son expérience. Il doit pouvoir comprendre que quand on a un problème en famille, on le gère en famille. Et un bon père de famille, je pense que le chef de l'État gagnerait mieux d'essayer encore. On peut dire qu'il a essayé avec le dialogue national, mais vous constatez avec moi que cela a été un fiasco parce que jusqu'ici, les choses ne marchent pas toujours. Donc, je lance encore à nouveau cet appel à la sagesse du président de se pencher une fois de plus sur la question de la crise anglophone pour permettre justement à cette pépinière de demain d'acquérir le savoir. Vous avez vu tout à l'heure lors du journal, on a présenté un jeune Camerounais du côté de l'Occident qui fait des progrès. Ça fait la fierté du Cameroun. Et on a besoin de voir d'autres enfants du pays comme ça qui grandissent, qui se développent dans ce sens-là. À côté de ça, je voudrais dire à Maître Biliga qu'il ne faut pas, et c'est ce que j'essaye de dire depuis, de balayer un certain nombre de choses du revers de la main. De vouloir tout justifier. Oui, et donc, quand il dit que le gouvernement n'a pas de moyens, non, M. Biliga, c'est pas sérieux en même temps. Mais le gouvernement a tous les moyens. Le gouvernement a tous les moyens. Voyez-vous, dans un pays comme le Cameroun, qui a tout, j'insiste souvent à le dire, le Cameroun, c'est un scandale en termes de ressources. Nous avons tout dans ce pays, le bois, le pétrole, la bauxite, le port. Il y a des pays même qui sont enclavés, qui n'ont rien. Nous avons le port. Et je voudrais, sur la question du port autonome de Douala, saluer encore une fois de plus les autorités pour le fait qu'ils ont récupéré ce port de main de Vincent Bolloré. Le terminal conteneur. Oui, on peut ne pas aimer le président de la République, on peut ne pas aimer ce gouvernement, mais il faut savoir, à un moment donné, reconnaître les bienfaits d'un démon, même si on ne l'aime pas. Et donc, sur ce point-là, je voudrais dire que... Bon, c'est juste une manière de parler, c'est entre guillemets. Voilà, donc je voudrais dire que sur ce point-là, ils ont bien fait de récupérer ce port parce que ce sont des instruments de souveraineté. Et vous voyez, quand on a un port comme celui-là, on ne le brade pas. Parce qu'une simple majoration sur les activités, les coûts de transaction, ça se répercute sur l'économie. Et donc, c'est pour revenir et dire, quand M. Biliga dit qu'on n'a pas de l'argent, je ne comprends pas ça. Non, juste une seconde. Oui. Regardez le budget
de l'éducation, de manière générale, c'est-à-dire le ministère de l'enseignement secondaire, le ministère de l'éducation de base, le ministère de la formation professionnelle, le ministère de l'enseignement supérieur. C'est le plus grand budget. Donc ça veut dire que l'État a de l'argent, mais cet argent doit être reparti partout. La première chose. La deuxième chose, vous n'ignorez pas que nous sommes en guerre avec Boko Haram et beaucoup d'autres. Il ne faut pas oublier. Troisième chose, il ne faut pas oublier que nous avons aujourd'hui le Cameroun en matière de santé. Maître Beliga, permettez-moi de continuer. Donc, je vous remercie déjà, mais je voudrais vous faire remarquer que c'est un problème effectivement de structuration. L'argent est là. Mais vous me parlez du ministère, des ministères concrets par-ci. Je vais vous prendre un exemple simple. Est-ce qu'on avait besoin de ces ministères? Très bien. Par le passé, l'éducation nationale gérait pratiquement tout. Je prends un exemple simple. Vous avez vu au plus fort de la crise du coronavirus, on a un ministère de la recherche, je ne sais pas, scientifique et de l'innovation. Un truc comme ça. Mais truc comme ça? Bon, je ne sais pas. Je pense qu'on a un ministère comme ça. Mais faisons le bilan de ce ministère, de ce département ministériel. Qu'est-ce que ce département ministériel a produit? La chloroquine, les chauves-souris. Et c'est donc des choses comme ça qu'il faut régler, Serge Alain. Un pays sérieux ne crée pas des départements ministériels comme ça pour des récompenses politiques. Ça ne marche pas. C'est un ministère qui ne sert à rien, je le dis. On peut rattacher ce ministère à l'enseignement supérieur. Pourquoi créer des ministères comme ça, nommer des gens par-ci? Ça, c'est un ministère budgétivore. Et c'est comme ça qu'on détruit l'argent de ce pays. Après, Maître Beliga va venir nous dire qu'il n'y a pas de... il y a de l'argent dans ce pays. Mais sinon, on a fait quoi? 5 ans de crise anglophone, déjà, on s'achemine. La crise de comment je veux dire 4 ans, voilà, on a 4 ans, on est à l'extrême nord avec le Boko Haram un peu de partout. Ça fait, mais vous pensez que si le pays est encore debout, c'est justement parce qu'il y a assez de ressources. Il est encore debout. Bien sûr, il faut le dire. La gouvernance, c'est bon. Non, sur le plan sécuritaire, non. Si tout le monde va à l'école, Maître Beliga, sur le plan sécuritaire, je dis ça un peu comme ça, j'embrasse. C'est pas pour dire que tout fonctionne bien. C'est pas pour dire que tout fonctionne bien. Mais c'est pour dire que ce pays regorge énormément de ressources. Il faut tout simplement les canaliser et essayer tout simplement de retirer ce qui ne marche pas. Parce que moi, j'aime souvent à dire qu'il est normal de faire des erreurs, mais vouloir insister dans la bêtise, c'est diabolique. Voilà, Finvest, la rentrée, c'est pour lundi, voilà. You see why I say that the people in that part of the country have every reason to think that they are not being taken serious. Do you see how we discuss back to school here with ease? I witnessed press conference with the 3 ministers of education recently, and I did not hear them talk about the plights of those in these areas affected. Yes. This is disastrous. I tell you that the country is not willing to solve things. That school is about beginning. There are orphans in the bushes. There are people's houses have been burnt. Those who don't have money even to begin school. If this country is serious, Serge Alain, I should have heard the minister say for those other persons, déplacement interne, and this and that, you identify them and give them free education. Give them books. It is not their fault. They did not cause any war, the children. Why do we think that we have exorbitant fee rates in Douala, Yaoundé? We have thousands of these children who have come to these areas. And we just fold our arms and say, rentrée scolaire, on parle de coronavirus, on parle de toutes ces choses. Mais le ministre de l'Éducation, de base, secondaire, et tout ça s'en fout. De situation des gens déplacés dans cette zone. That's why I say that something is wrong in this country. And this is what we call the emergency that continues. I was expecting even my fellow barrister here, because to tell me that for the child in Akwaya who cannot go to school, we were thinking the state should have been able to give them favorable conditions. If they come to town or to anywhere, they should be able to say that. Last year, we had a report from Fumbot in one of the schools, where even the principal in the school was taking money from those who came in, until I think the authorities in Bafoussam intervened, thanks to the report from Equinox. You could now imagine that how many of these persons who don't even have the money to live in these areas can school. What the state has done, what we call malgovernance, caused the Anglophone crisis. They are supposed to assume the responsibility. Tous les déplacés doivent aller à l'école gratuitement. Jusqu'à un nouvel ordre, quand on résout le problème crise anglophone. Avec des cahiers qu'on les fournit, avec tout ça. Mais on est où là? On parle de 5 octobre dans quelques jours. Mais on ne parle pas de problème de gens qui ont payé les mains, les payés, ils n'ont pas de maisons boulées et tout ça.
Est-ce qu'il y a aussi dans ces pays? C'est des choses qu'il faut régler. Si on dit que le Cameroun est vrai, sinon, on va parler des gens qui ont des moyens de payer 300 000 dans l'école, 200 000 dans l'école, 150 000, alors qu'il y a des enfants qui n'arrivent pas à manger. Ils n'arrivent pas à acheter même un cahier de 100 francs. Okay. C'est un problème, il faut régler. Si l'État si est sérieux. Oui, il dit, est-ce qu'on ne peut pas prendre après le corps, la situation de ces enfants-là qui déplacés par solidarité nationale. Pourquoi pas? Moi, je ne trouve pas d'inconvénient à ça. Ouais. Moi, je crois même que des moments, sauf que je ne me suis pas très bien préparé par rapport à ce thème aujourd'hui, mais je sais qu'il y a eu des dons du président de la République récemment, de plusieurs millions de livres, de cahiers qu'on a donnés aux dieux. Les dons, vous dites? Si tu peux me tromper, je crois qu'on en a discuté dans votre forum. Dans le forum soir. On a parlé de financement du président de la République en faveur d'un certain nombre d'écoles. Je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur Elvis. Solidarité vis-à-vis... Moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Et qui vous dit que ce n'est pas en cours? Non, ce n'est pas en cours. Non, je ne sais pas. Combien de jours? Ce n'est pas en cours. Ce n'est pas la politique ici. C'est aujourd'hui qu'on a rendu. C'est aujourd'hui qu'on a donné. C'est lundi. C'est aujourd'hui qu'on a donné les résultats du GCE Advanced Level et Ordinary Level. Je pense que il y a des choses qui peuvent être faites. D'ici lundi. D'ici lundi. Mais on vous a dit qu'il y a 2 semaines au moins. On vous a dit qu'il y a 2 semaines au moins. Toi-même fait le renseignement quand? Pour qu'on ait combien les enfants qui n'ont pas allé à l'école. Toi-même, tu as dit tout à l'heure ici qu'avant le GCE, l'école commençait avant que le GCE ne soit donné. Tu l'as dit tout à l'heure ici. Les enfants n'ont pas dans le programme de l'État. Je reprends ce que tu as dit. Ce que tu as dit en anglais. Tu as dit là, on a fait beaucoup d'efforts cette fois-ci, malgré le Covid-19, pour que l'école, les GCE soient rendus avant la rentrée, que pendant plusieurs années, les résultats arrivaient après la rentrée. Le qu'on a pas faire avec le GCE. Forme 1, Forme 2, Forme 4, on n'a pas de problème avec le GCE. On a d'ici quelques jours. Voilà, permettez aussi à Charles. On arrive au terme. Rapidement, Charles. Moi, je disais qu'il y a une reposition sociale qui est en cours et j'ai l'impression que ceux qui gèrent sont déterminés à perpétuer cela. Et je disais que tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'injustice, le système de politique sociale, tout ça se fait à travers l'école. Donc les gens ont décidé de façon, j'ai envie de dire même volontaire, aujourd'hui, de conduire cette lancée-là. Okay. Si tout le monde va à l'école et que les uns et les autres, en fonction de leur capacité, pour réussir les examens et accéder à passer des concours ou trouver du travail, on arrivera certainement à un niveau où on va pouvoir faire taire les injustices. Donc, ce qui se passe là, comme on dit, l'unité nationale ne se décrète pas, elle se construit. Elle se construit à travers des actes, à travers des réalisations. Et cela doit continuer également par l'école. Si les gens se sentent vraiment dans la République, ils doivent le sentir à partir de l'école. Merci, cher monsieur. Thank you, Fa. Merci, Linus. Merci, Maître Biliga, d'être venu, une fois de plus. Merci, Charles. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Rendez-vous lundi, lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Dibombari. Et pourquoi pas...